Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. C'est un plaisir de vous retrouver en ce jeudi 22 mai. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Que se passe-t-il dans la délivrance des permis de construire? Les délais d'attente et les procédures sont très longs. Un casse-tête qui affecte particuliers et professionnels, mais pas seulement. Le pays compte-t-il remédier à cette situation? C'est le dossier de la rédaction. Nous vous emmenons également au cœur d'un grand rassemblement ce soir. Il a réuni 600 élèves à Toahutu durant 3 jours. Des enfants de la primaire au lycée qui ont pu vivre leur culture et renouer avec leur identité. Une première édition réussie qui a demandé beaucoup d'investissement. Et puis Oriano Tefao est avec nous, bien sûr. Le jeudi, c'est le moment de prendre des nouvelles de nos sportifs locaux à l'étranger dans Théara Sport. Vous avez déjà peut-être eu affaire à la lenteur des délivrances des permis de construire. TNTV s'est intéressé ce soir à cette problématique au Fénois, une problématique qui impacte autant les particuliers que les professionnels et pénalise l'ensemble de la filière de la construction. Liora Bounik, Mereteato et Tauhiti Tauniwa Moussan font le point sur la situation. La demande de cet administré remonte au 18 mars 2024. Le projet, un bungalow de moins de 35 mètres carrés. Le dossier est complet avec croquis fournis et accusé de réception. Plus d'un an plus tard, toujours aucun retour. Cette particulière qui a souhaité rester anonyme a voulu témoigner. Ce qui se passe, je n'ai toujours pas reçu de feu vert, je n'ai pas mon permis de construire. Et ayant été renvoyé d'un service à un autre, c'est-à-dire de l'urbanisme à la mairie, de la mairie aux pompiers, des pompiers à l'urbanisme, de l'urbanisme vers la mairie de Papeete. Et là, je n'exagère pas. On m'a renvoyé d'un service à un autre. Je suis revenue vers l'urbanisme sans pour autant obtenir satisfaction. Un manque d'application de l'urbanisme qu'elle souhaite aujourd'hui dénoncer. Une situation qui touche aussi bien les professionnels du secteur. Il y a quelques années de cela, les demandes de permis de construire pour des maisons individuelles étaient assez rapides. On avait un permis de construire sous 1 mois ou 2. Aujourd'hui, pour des maisons, c'est plusieurs mois, c'est 6 mois, 8 mois, des fois 1 an, même pour une petite maison de particulier. Alors, je ne vous dis pas pour les grands projets de bureaux, d'administration, d'écoles, de tous les projets un petit peu importants, c'est extrêmement long. En cause, selon lui, le manque de moyens, mais aussi de compétences au sein de l'administration. Plusieurs services comme la DCA, la Direction du Travail ou encore la DIREN restent sans réponse face aux sollicitations. Si le ministre du Logement reconnaît une pénurie de ressources humaines persistante, il souligne que ce n'est là qu'un aspect des difficultés rencontrées. On fait face à une difficulté de recrutement d'une ressource locale qui soit formée à cet exercice. J'ajouterai par ailleurs que les délais s'expliquent également par le fait que nous avons Polynésie française 48 communes et sur les 48 communes, nous avons 18 PGA qui sont en vigueur. Ça fait beaucoup de PGA, ça veut dire que c'est autant de règles, autant de corpus de dispositions qu'il faut maîtriser. 18 réglementations à connaître en plus du code de l'aménagement. Chaque PGA est en effet unique, avec des règles propres à son territoire et à la commune concernée. Améliorer le système, donc le renfort en ressources humaines c'est une chose, mais je reste convaincu qu'on améliorera le système. Déjà en arrêtant de complexifier la réglementation, en arrêtant de mettre des réglementations sur réglementation. Il est évident que si l'on vient multiplier les règles, ça fait autant de règles à venir contrôler. Donc moi je suis pour la régulation de la réglementation en matière d'urbanisme notamment, en matière de construction également. Début 2025, la DCA a recruté 5 agents supplémentaires, loin des 24 postes nécessaires face à l'immensité de la tâche. Mais la volonté de renforcer les effectifs et de simplifier les procédures est cependant bienvenue. Je remercie en tout cas les autorités et le gouvernement d'avoir renforcé justement les équipes. Toutefois, les moyens ne sont pas suffisants pour pouvoir délivrer des permis de construire, par exemple, dans les délais réglementaires. En plus, on va dire, de ce volet ressources humaines, on va sur d'autres pistes qui consistent à améliorer également les procédures d'instruction des permis de construire. C'est dans cet état d'esprit que la refonte du code de l'aménagement a été engagée depuis février.
Cette grande première, maintenant en Polynésie, des drones sont désormais utilisés pour surveiller le trafic routier à 25 mètres d'altitude. Ces appareils sont bien plus discrets que les radars ou les patrouilles en bord de route. 7 drones ont été mis à disposition sur le territoire, 4 pour la gendarmerie et 3 pour la police. De quoi permettre de mieux contrôler la circulation, mais aussi de gérer les flux et encadrer les foules lors de grands événements. Écoutez les précisions d'Éric Spitz, le haut-commissaire de la République en Polynésie. Il est au micro de Liora Bounik. C'est la première fois qu'on utilise un drone avec un télépilote et 2 équipes de motards pour traquer les comportements routiers déviants. Je pense au franchissement de lignes continues, je pense au doublement par la droite, d'une manière générale tous les comportements dangereux, tous ces comportements qu'on a du mal à voir du bord de la route. Le drone, lui, il vole à 25 mètres et lui, il voit dans les 2 sens en profondeur sur plusieurs centaines de mètres. Et en bref, les forces de l'ordre qui ont interpellé un skipper mercredi soir à bord de son voilier se trouvait 1 kilo de cocaïne. Selon nos confrères de Tahiti Info, l'homme, un résident de Polynésie, et 2 autres individus ont été placés en garde à vue. La drogue était a priori destinée à être écoulée sur le Fénois. Les descendants des familles royales de Polynésie, Joinville-Pomaré en tête, demandent la stricte application du traité d'annexion à la France du 29 juin 1880. Autrement dit, que les affaires foncières restent entre les mains des Polynésiens. Il s'en explique dans ce reportage de Sam Teinauri. Notre peuple aujourd'hui vit dans des lotissements sociaux et vit dans une pauvreté totale. C'est à cause de ces partis politiques, à cause du non-respect du 29 juin 1880. Joinville-Pomaré accuse les principaux partis politiques du Fénois d'instrumentaliser la date de signature du traité d'annexion de Tahiti à la France. Pour celui qui s'est intronisé Pomaré 11, la gestion des terres et le tribunal foncier doit revenir entre les mains du peuple maori, comme indiqué dans le traité du 29 juin 1880. La conférence de presse de ce matin portait uniquement sur ce sujet et non les propos tenus par Pauline Niva. Je ne veux même pas en parler parce qu'en fait, c'est de l'enfantillage. Nous demandons que cette date du 29 juin ça soit respectée par rapport au traité. Parce qu'en fait, ce traité est très important. Il a été signé à l'Assemblée nationale par l'Assemblée nationale, le Sénat et Jules Grévy, le président de la République française à l'époque. Que les affaires foncières restent dans les mains du Tahitien, que la justice foncière, beaucoup de réserves ont été demandées par le roi Pomaré V. Or, la France a grignoté tout ça comme elle a à son habitude. Les descendants des familles royales réunis ce matin ont indiqué qu'ils se rendront au début du mois de juin aux îles sous le vent pour rassembler plus de descendants royaux et demander au pouvoir public de faire appliquer strictement le traité du 29 juin 1880. Il y a 15 ans, jour pour jour, un Américain s'offrait 2 pizzas contre 10 000 bitcoins. Aujourd'hui, ça représente plus d'1 milliard de dollars. Depuis, le 22 mai est devenu une date symbolique pour les amateurs de crypto-monnaies. Chaque année, ils célèbrent le Bitcoin Pizza Day partout dans le monde, jusqu'à Tahiti, où les adeptes se sont réunis aujourd'hui dans les jardins de Paofei. Nos journalistes Thomas Chabrol et Heimanou Manoutrey étaient présents. 22 mai 2025, une date anniversaire mondiale pour manger des pizzas et réunir les amateurs et spécialistes du Bitcoin, le plus célèbre des cryptoactifs. Ce midi, une quarantaine de personnes se sont retrouvées au jardin de Paofei à Papeete. Il y a 15 ans, alors que le Bitcoin n'en est qu'à ses débuts, une transaction historique a lieu. Elle est immortalisée depuis sous le nom de Bitcoin Pizza Day. On est le 22 mai 2010, un Américain propose 10 000 bitcoins pour se faire livrer 2 pizzas. Leur prix, 41 $. Aujourd'hui, 10 000 bitcoins valent plus d'1 milliard de dollars. À l'époque, peu de personnes imaginent à quel point ce moyen d'échange va prendre de l'ampleur. Bitcoin, à l'époque, est connu par quelques centaines de personnes et échangé par encore moins d'individus, essentiellement des développeurs, des gens un petit peu geeks, un peu connaisseurs, qui s'en servent, qui sentent son potentiel, mais qui s'en servent pour faire vivre le concept plutôt que dans une logique financière et économique. 15 ans plus tard, bien évidemment, on a changé complètement d'univers. Le Bitcoin domine le marché des cryptoactifs en circulation et le Fénois n'échappe pas à la vague. Des commerces ont franchi le pas pour accepter des achats en Bitcoin.
Aujourd'hui en Polynésie, on doit avoir une grosse vingtaine de commerces et de prestataires qui utilisent déjà Bitcoin dans leurs activités, autant qui s'y apprêtent dans les semaines qui viennent, jours et semaines qui viennent. Assez récemment, on a eu l'opportunité de faire émerger à l'échelle de l'aéroport international de Faro des prestataires et des commerçants qui déploient les solutions qui sont proposées désormais. Cet actif numérique qui a bouleversé en quelques années le paysage économique mondial vient d'établir un nouveau record à 111 000 $, soit un peu plus de 11 millions de francs. C'est un très grand rassemblement qui a eu lieu durant 3 jours au sud de Tahiti. 600 élèves de la primaire jusqu'au lycée, soit 18 établissements scolaires, se sont réunis à Toahutu. Objectif de cette manifestation, faire vivre leur culture aux enfants afin qu'ils puissent connaître leur territoire et construire leur identité polynésienne. Davidson Bennett a assisté au dernier jour de ce festival. Il nous raconte. Pas moins de 600 élèves par jour ont défilé dans les divers ateliers proposés au sein des Toere et des Orero et même des battes à tapa qui résonnent sur la pierre de lave. C'était un don de nos tupuna qui aujourd'hui malheureusement ne sont plus là, donc on essaye de remettre en place ces activités-là. Ce sont bien les élèves eux-mêmes qui animent les ateliers entre ukulélé, déclamations oratoires et jeux anciens comme le fai. Le choix est vaste. C'est un jeu qui vient des tupuna. Les tupuna avant, ils n'avaient pas de jeux comme les téléphones par exemple et les télés. C'est ça, les jeux de la ficelle. Il y en a un patoc que tu dois apprendre. Soit tu fais le patoc, soit tu parles, soit tu fais seulement comme ça. L'objectif est simple, mais fondamental pour les membres du comité organisateur et les professeurs. Permettre aux jeunes de se réapproprier leur culture, leur territoire et leur identité. C'est un aboutissement de toute une année scolaire. Pendant toute cette année scolaire, les enseignants ont transmis, les référents culturels ont transmis, les partenaires professionnels ont transmis leur savoir-faire. Et aujourd'hui, pendant les 3 jours du festival, l'idée c'est que ce soit les élèves qui soient acteurs de ce qu'on a pu leur transmettre. Donc aujourd'hui, pendant les 3 jours, on a travaillé le savoir-être et comment animer ces ateliers, comment transmettre avec passion tout ce que les encadrants ont pu leur transmettre cette année. Ce grand rassemblement s'achèvera ce soir par un spectacle du collège de Trava. Le véritable défi désormais sera de pérenniser cette initiative en la renouvelant chaque année. En sport, maintenant, à un peu plus de 2 ans de l'ouverture des Jeux du Pacifique au Whenua, le comité organisateur est déjà très actif. Il organise le 8 juin à Mahina le Moana Day, une journée pour associer sport, culture et environnement autour de l'océan, bien sûr. Désiré Teivao nous en dit plus. Mahina et sa Pointe Vénus, site phare pour le comité organisateur des Jeux du Pacifique. Après avoir accueilli les célébrations des 1000 jours avant le début des Jeux du Pacifique, la commune de la Côte-Est sera le théâtre du Te Moana Day. Au programme de la journée, des activités sportives, mais aussi des ateliers culturels et de sensibilisation à la protection de l'environnement et de l'océan. Pour nous, c'était important de célébrer l'océan déjà pour démarrer les festivités de l'année parce que c'est une thématique qui est très d'actualité et qu'en plus, dans nos valeurs, en fait, c'est ce qui nous représente aussi, les valeurs de protection de cet environnement, de l'écosystème. On a beaucoup de compétitions qui auront lieu dans l'eau libre et en plus, les 24 nations sont réunies autour de l'océan Pacifique. Donc déjà, d'une part, c'était important en fait, de démarrer les festivités en célébrant l'océan. Au travers du Te Moana Day, le COJ souhaite aussi faire vivre cet esprit festif autour des Jeux du Pacifique. L'idée, c'est vraiment déjà de commencer à sensibiliser et à fédérer toute la population autour de ces Jeux. Et au-delà du sport, on met en avant bien sûr les thématiques qui nous tiennent à cœur, qui sont l'environnement et la culture également. Rendez-vous donc le dimanche 8 juin à la Pointe Vénus pour participer au Te Moana Day et pour avoir un avant-goût des Jeux du Pacifique. Et que deviennent nos sportifs locaux évoluant à l'étranger? Les réponses tout de suite dans la rubrique Te Ara Sport avec Oriano Tefao.
Oriano, Yorana. Yorana, Sophie. Alors, on débute cette rubrique direction de l'Hexagone où nos jeunes basketteurs ont fait sensation sur les parquets, preuve que le talent local s'exporte. Et oui, depuis l'année dernière, 11 jeunes Tahitiens ont intégré le lycée Notre-Dame des Victoires à Voiron. Là-bas, ils suivent leurs études et en même temps, ils jouent au basket à haut niveau. Et la semaine dernière, ils ont frappé fort. Chez les filles, Hohere Shimbele et Leia Fariata ont été sacrées championnes des U18 en régional avec le club du pays voironnais. Félicitations à elles. Et du côté des garçons, Oriano? Eh bien, du côté des garçons, même réussite, Sophie. 5 jeunes du Fénois ont remporté eux aussi le titre des moins de 18 ans en régional avec le club Terre Froide. Victoire en finale sur le score de 83 à 70 face au club de basketball Cournant d'Auvergne. Et pourtant, rien n'était joué d'avance comme nous le racontent Novora Tegnaro et Hanaiki Doum. On les écoute. Du coup, pendant le match, c'était quand même compliqué parce que en demi-finale, je m'étais blessé à la cheville. Ça avait toujours, ça s'est pas bien guéri. Du coup, j'ai vraiment eu du mal à jouer au début. Même si j'étais chaud, j'avais mal quand même un peu. Mais après, au fil du temps, au fur et à mesure du match, j'ai réussi à bien jouer et tout. Et à la fin, on a gagné. Et... Mais ben voilà, comme il a dit, on avait tous des pépins physiques. Moi, j'avais mal au dos, lui, la cheville. Après, il y avait des autres Tahitiens aussi, ils étaient un peu fatigués à cause du trajet. Et on est parti dormir à l'hôtel juste avant, comme le match il était loin. On s'est vite mis dans le match. Franchement, on a bien commencé. Après, on s'est relâché un peu vers la fin, ce qui nous a coûté un peu un comeback de l'autre équipe. Mais sinon, voilà, je suis fier de moi, fier de nous surtout. Fier de ce qu'on a fait. Et cette année, c'était un beau chemin. C'était un très beau chemin. Un très beau parcours ce qu'on a fait et on a fait un très bon match. Et je suis très content de nous. Et c'est la dernière année à Terre Froide pour nos espoirs Nawora, Hanaiki et Onio Hawata, puisque nos 3 sportifs vont intégrer l'année prochaine de nouveaux centres de formation avec un niveau encore plus élevé. Hanaiki, lui, partira à Antibes. Nawora et Onio, eux, s'installeront à Saint-Vallier. Tout de suite, les explications avec Noéto. On a fait des tests, ils m'ont pris. Et normalement, l'année prochaine, je vais jouer en U18 Elite et peut-être un surclassement aussi en Espoir Pro B. Et du coup, dû à ça, moi, les parents d'Hanaiki m'ont emmené à Saint-Vallier. Et Saint-Vallier, ils m'ont pris. Et du coup, l'année prochaine, moi, je vais évoluer dans la catégorie des U18 Elite pour ma dernière année. Et je suis surclassé en National 2. Et on a hâte de vivre ça, quoi. Mais ça va être une nouvelle expérience ici. Le niveau sera plus haut. Ce sera peut-être la catégorie 18 élite, c'est un niveau le plus élevé pour notre âge à Moenora. Par exemple, moi je vais être pratiquement un peu dans le sud comme Hanaiki. Et on peut jouer en haut vers Paris et tout, on monte et tout en avion. Et c'est ce qui va, c'est bien quoi. C'est ce qui va nous permettre d'évoluer et de progresser petit à petit et essayer d'aller toucher un niveau professionnel. Voilà, et on reparle maintenant, Oriano, de Gervais Oméran, un piroguier tahitien. Il continue de faire des vagues en équipe de France. Et oui, pas qu'un peu, Sophie, pour sa première sélection à la Coupe du Monde de paracanoë à Poznan en Pologne. Gervais a décroché la 3e place de sa série en VL3, une performance qui lui ouvre les portes de la finale. Et la finale, Oriano, qui aura lieu ce samedi. Un moment clé pour lui et une belle vitrine pour le handisport polynésien, bien sûr. Et oui, absolument. Gervais a maintenant moins de 48 heures pour se préparer avec tout le staff national. Et du côté de Tupoué comme de Tahiti, on imagine l'émotion. Alors nous, on est tous derrière lui et on lui souhaite un grand fight pour sa finale. Merci beaucoup, Oriano. C'est la fin de cette rubrique. C'est la fin, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, Sophie. Pour de nouvelles actualités. Merci beaucoup, Oriano. Maruru. C'est une mission à haut risque qui s'est tenue au Mont Aurei. L'entretien du sentier, un entretien dans des conditions difficiles, parfois jusqu'à 1500 mètres de dénivelé. Il est réalisé chaque année par des militaires spécialistes des montagnes. Ambroise Colompani a assisté à cet événement particulier. Les images sont signées Hotuarii Colombani. Sur les hauteurs de Tahiti, le sentier menant à la Aurei est l'un des plus emblématiques de l'île. Mais derrière sa beauté sauvage se cache un entretien exigeant, souvent discret,
mais essentiel. Effectivement, c'est un gros apport au niveau de l'entretien et main-d'œuvre surtout. Là, l'armée nous donne un gros coup de main pour le sentier de la Oreille. Et après, nous, on s'organise tous les 2 fois, 3 fois par mois sur le sentier. On est là, on replante, on améliore le sentier, on met en valeur notre site de la Oreille. Depuis plusieurs jours, une dizaine de militaires de la première compagnie médicale spécialisée montagne en mission au Fénois prête main forte à l'association Poihiret Natura pour le nettoyage et l'entretien de ce sentier escarpé. Ces missions, en fait, sont des missions un petit peu de représentation, en tout cas qui nous permettent de faire corps avec la devise de notre régiment qui est Parurut et Fénois, défendre la terre. Et puis on a d'autres étapes potentiellement pour l'avenir, puisqu'en fait on pourrait continuer à travailler sur le long terme avec cette association pour être un petit peu plus présent au profit des communes qui nous accueillent. Spécialisés dans les interventions médicales en terrain difficile, ces soldats d'élite du régiment médical ont troqué brancards et sacs de secours pour pelles, cordes et outils de débroussaillage. Bon, là c'est exactement ce qu'on fait, c'est protéger l'environnement, protéger la terre, entretenir le sentier. Ça permet aussi d'aider la population locale. Et puis ça permet autant aux militaires qu'aux civils d'emprunter le sentier puis de découvrir aussi Tahiti. Ce sentier enchante les amateurs de randonnée, mais la prudence reste de rigueur. C'était assez dégagé, c'était un peu compliqué, ça glissait beaucoup. Si on n'a pas les bonnes chaussures, c'est un peu compliqué. Ça s'est bien passé, après il faut avoir une bonne condition physique, mais ça s'est bien passé, on est allé jusqu'au premier refuge. C'est un avantage, après il y a des endroits là c'est un petit peu plus difficile, c'est moins dégagé, la terre rouge est un petit peu glissante donc il faut se méfier. Et l'effort continue. Dans 2 semaines, ce sera au tour de la compagnie de réserve basée au Fénois de reprendre le flambeau sur près de 20 km de sentiers. Un engagement collectif au service de la nature, du patrimoine et de tous ceux qui rêvent un jour d'atteindre les crêtes du mont Aurei. Et pour terminer cette édition, voyez ces images des Floralies 2025. Elles ont attiré du monde. Dès l'ouverture ce matin dans les jardins de la mairie de Punaauia, la 14e édition a été inaugurée par les officiels du pays et de la commune. Cette année, l'événement rend hommage à l'horticulture polynésienne, à ses racines, ses évolutions et son avenir. Sur place, les visiteurs peuvent visiter et acheter diverses plantes, fleurs, ou encore arbres fruitiers. Il est également possible de visiter des stands d'artisanat local. L'opération été est également renouvelée pour cette édition qui a lieu jusqu'au 1er juin de 8h à 17h. Et nous arrivons au terme de cette édition. Merci de votre fidélité au journal de TNTV. À suivre, l'émission Moana qui vous emmène ce soir au Fénois Eihere. À 19h30, retrouvez 2 épisodes de la série Fantasy Island. Enfin, le film de ce jeudi, Eragon. Demain, Laurence Françoise prend les commandes des journaux du week-end. Quant à nous, on se revoit bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Par avance, un excellent week-end, mais aussi une très belle fête des mères à toutes les mamans du Fénois. Prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.